Bienvenue dans Entre Générations pour un numéro largement consacré à notre audition. Et pour en parler, je reçois Michael Tonard, vous êtes directeur général d'Audica, bonjour. Bonjour Pierre-Marie. Et Bertrand Boudin, vous êtes psychologue. Bonjour. Alors, est-ce qu'on a plus de problèmes auditifs aujourd'hui ? Alors les problèmes d'audition sont le plus souvent liés à ce qu'on appelle la presbyacousie. Ce n'est pas une maladie, c'est un phénomène tout à fait naturel qui vient avec l'âge. Et on considère qu'il y a les 2/3 des plus de 65 ans en France qui ont une perte auditive aujourd'hui. Et est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent en être à l'origine ? Alors il arrive parfois qu'il y ait des problèmes d'audition dès la naissance ou des problèmes d'audition qui sont liés à des traumatismes, mais c'est surtout l'exposition au bruit qui renforce et qui accélère la perte auditive. C'est nouveau ça, non ? C'est surtout l'écoute au casque, les oreillettes, les volumes trop intenses ou la musique compressée qui génèrent ces nouveaux phénomènes. Alors comment est-ce qu'on peut prendre soin de notre audition ? Alors pour prendre soin de son audition, déjà, être modéré dans son quotidien et dans l'exposition au son fort, se protéger du bruit, du coup, en mettant des casques de protection, mais aussi en faisant de la prévention, en allant régulièrement se faire dépister et contrôler l'audition. On recommande de le faire à partir de 60 ans. Est-ce qu'on n'a pas un déni ? Il y a une image négative de la perte d'audition. Il suffit pour s'en convaincre de penser à l'image de Trifon Tournesol, par exemple. Et par ailleurs, cette diminution de l'audition se fait de manière très progressive, ce qui rend très difficile de la déceler. Et est-ce qu'il y a que le frein psychologique ou il y a d'autres choses ? Il y avait le frein financier, mais la réforme du 100% santé qui permet d'avoir un remboursement intégral par la sécurité sociale et les complémentaires santé de certaines aides auditives ont fait évoluer les choses. C'est super positif pour notre santé. Et on va voir d'ailleurs comment ça se passe dans l'un de vos centres. La sensation de confort d'une oreille normale, c'est le son pour lequel on trouve que c'est agréable, ni trop fort, ni trop faible. Il y a des gens qui sont pleinement conscients d'avoir une perte d'audition et d'avoir besoin de faire quelque chose parce qu'ils l'ont ressenti, ils l'ont identifié. Et on a effectivement des personnes souvent qui vont avoir besoin de l'entourage, cette famille proche qui va se rendre compte en général qu'il y a quelque chose qui va moins bien et qui vont alors soit permettre à la personne d'en prendre conscience et de faire la démarche, soit amener cette personne à faire la démarche. Donc normalement vous devriez m'entendre plutôt comme ça. Ah bah oui, vous avez vu ? C'est impressionnant. Hein. Donc c'est différent. Alors, mes proches, quelquefois, quand ils rentraient, la télé, elle est bien un peu forte, elle est bien... Donc moi, je sais que de moi-même, oui, je montais le son, mais je n'avais pas conscience que c'était les oreilles. Là, je l'ai, j'ai l'impression de revivre, je retrouve le sourire, en fait, c'est vraiment... c'est du bonheur, oui. Je pense que le fait de passer le cap, de se faire appareiller, c'est pas toujours facile. Ça m'est arrivé d'avoir des patients qui ont besoin d'être rassurés, d'être accompagnés pas à pas et de bien expliquer pour que derrière eux, ils puissent passer de cette phase de déni à l'acceptation. Et une fois qu'ils sont passés ce cap et en confiance avec l'audioprothésiste Édouard, automatiquement les gens se sentent bien et l'expérience est belle et bonne. Une petite réaction, Michael ? Oui, ce que j'apprécie dans ce reportage, c'est qu'on voit que nos experts travaillent en équipe. Il y a deux personnes principales au sein d'un centre. L'audioprothésiste, qui est un professionnel de santé agréé, et qui, lui, s'occupe de la réhabilitation de l'audition des patients. Et, bien sûr, nos coordinatrices de centre, qui, elles aussi, prennent en charge nos patients, les aident dans les prises en charge, le petit entretien, le petit nettoyage, et aussi l'accompagnement pour comment fonctionner avec son aide auditive. Et ce que vous avez pu voir aussi, c'est que la confiance, c'est ça qui crée le plus important avec le patient, car ils sont contents à la fin de pouvoir avoir une sensation de revivre. J'avais quand même une dernière question. Quelles sont les différentes étapes ? Une fois qu'on a fait un test et un bilan auditif non médical chez Audica, il faut aller chez l'ORL pour récupérer une prescription médicale. Et une fois la prescription médicale, on retourne ensemble pour choisir la solution auditive la plus adaptée. Et après, on peut l'essayer pendant 30 jours dans ces conditions d'usage personnel, chez soi, dans son quotidien, pour voir comment tout ça évolue et comment l'aide auditive est adaptée. Et après, on a des contrôles réguliers tous les trimestres pour pouvoir adapter à l'audition. Merci à tous les deux. Diane Dupré-Latour, cofondatrice des Petites Cantines, bonjour. Bonjour. Alors c'est quoi ces petites cantines ? Les Petites Cantines, ce sont des restaurants au sens fort, c'est-à-dire qu'ils restaurent vraiment. Et on le fait à partir de 3 piliers. Un pilier participatif, c'est-à-dire que tout le monde met à la main à la pâte. Ceux qui veulent peuvent venir avant pour cuisiner. On ne sait jamais exactement qui va venir préparer les repas. Ensuite, vous ne savez pas exactement à côté de qui vous allez être assis. Ça peut être des personnes de différentes générations, différents parcours de vie. On le fait aussi à prix libre. Ça veut dire que tout le monde donne quelque chose, mais chacun donne ce qu'il veut. Et on va chercher comme ça à couvrir l'ensemble de nos charges. Et puis, très important pour nous, alimentation
engagé, c'est-à-dire qu'on va vraiment prendre soin de ce qu'il y a dans l'assiette. Comment est-ce qu'une ancienne journaliste se retrouve à la tête des petites cantines ? En apprenant à dire « j'ai besoin de toi ». En fait, avant, j'étais journaliste dans la presse économique et je ne me rendais pas compte à quel point j'étais sur des rails à suivre mon parcours de vie un peu tout tracé, très stimulant intellectuellement, très reconnu socialement. Moi, je m'éclatais. Mais je ne me rendais pas compte que j'étais en train de passer à côté de plein de gens de mon quartier. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est un accident de la vie, en l'occurrence un accident de voiture que je raconte dans mon livre « Comme à la maison », qui a fait qu'à un moment donné, le sol s'effondre. Et ce qui était important hier devient superflu aujourd'hui. Et j'ai eu besoin à ce moment-là de ma vie de me recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire les relations. Et c'est en replaçant les relations d'abord, en me disant les relations sont premières, c'est à ça qu'il faut que je fasse attention aujourd'hui, et le reste en découlera, que je me suis retrouvée à rencontrer Étienne Touvenot, avec qui on a eu envie tous les deux de monter les petites cantines. Alors c'est un réseau qui se développe maintenant dans la France entière. Vous avez combien de petites cantines ? On est né le 1er septembre 2016 à Lyon. Et aujourd'hui, il y a 14 petites cantines ouvertes à Lyon et dans différentes villes de France. Et on accompagne une quinzaine d'autres projets en phase de montage. Et il y a aussi des gens qui veulent monter quelque chose qui ressemble à une petite cantine, mais avec des spécificités locales, une couleur un peu différente. On leur ouvre aussi notre boîte à outils et on les accompagne parce que je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de lieux pour s'asseoir à table les uns avec les autres. Alors Claire, vous accompagnez aussi les petites cantines. D'où vient aussi ce partenariat ? Alors on accompagne les petites cantines en effet depuis 2018 et on les a suivies notamment au fur et à mesure de l'ouverture des différentes petites cantines sur le territoire. On les accompagne également depuis quelques temps sur le changement d'échelle. On témoigne le nombre de restaurants nouveaux ouverts chaque année, mais également changement d'échelle sur l'impact social sur les bénéficiaires des petites cantines en termes de reprise de confiance en soi, de lien social et renforcement de la capacité à agir, qui sont des éléments clés notamment pour une caisse de retraite qui travaille sur les actions pour améliorer l'avancée en âge et accompagner les retraités. Merci à toutes les deux. Nous allons parler de l'accueil familial pour les seniors avec mes invités, Clément Vénard, cofondateur de Monsenior, Patrice Vercher, maire de Cours, et Scarlett Lazaric, directrice de la coordination de l'action sociale territoriale à l'Agirc-Arrco. C'est quoi Monsenior ? Alors Monsenior, c'est une entreprise sociale qui développe une solution intermédiaire entre le maintien à domicile et l'EHPAD. Concrètement, ce sont de belles maisons dans lesquelles on ménage une famille dont l'un des membres est un professionnel soignant et 3 personnes âgées. Et un quotidien s'organise entre cette famille et ces 3 personnes âgées. Un quotidien partagé entre le partage de repas, d'animation, d'un quotidien riche de rencontres. Et vous en êtes où dans votre développement ? Alors ça fait plus de 6 ans que Monsenior a été créé et cela fait 3 ans que nous avons assis notre modèle d'innovation sociale et aujourd'hui on est dans une phase de déploiement. On ouvre des maisons chaque mois pour proposer une solution de proximité aux seniors. Monsieur le maire, pourquoi une commune comme la vôtre s'intéresse à ce type de projet ? Écoutez, la commune de Cours est une commune à 70 km au nord de Lyon et qui a une population vieillissante, puisque le taux de personnes de plus de 60 ans représente à peu près 36%, alors que la moyenne nationale c'est 26%, c'est vrai sur l'ensemble du nord du département du Rhône. Depuis longtemps, notre commune a pris en compte cet état et nous avons déjà plusieurs éléments qui répondent à cette problématique, mais pas l'intermédiaire. C'est-à-dire que nous avons une résidence senior pour personnes autonomes, nous avons un EHPAD pour personnes qui très peu autonome, mais l'intermédiaire, on ne l'avait pas. Et Monsenior m'a séduit dans le fait qu'il y a ce côté accueil familial, parce qu'on voit bien que depuis le Covid, les familles recherchent aussi autre chose, quelque chose de plus proche, avec des accueillants familiaux qui permettent vraiment d'être au quotidien, la proximité avec les résidents, qui seront 3 par maison. Et ça, je pense que c'est un atout indéniable pour notre commune, qui attire également de plus en plus de Lyonnais. Et vous en êtes où dans le projet avec Monsenior ? Eh bien, la commune avait la chance d'avoir du terrain. Donc, nous avons vendu le terrain il y a un peu plus d'1 an. Aujourd'hui, le permis de construire a été accepté. Donc, les travaux devraient commencer sous peu. Pourquoi est-ce que Scarlett, l'Agirc-Arrco accompagne Monsenior ? D'où ça vient ? Alors, parce que déjà, c'est dans l'ADN de l'Agirc-Arrco que de porter des solutions d'habitat alternatif. Il y en a beaucoup.
qui émergent. Mais le concept Mon Senior correspond vraiment aux valeurs que nous portons, dans le sens où la notion de choix est cruciale. Les personnes qui habitent ces logements partagés se sont choisies et on recrée dans ces logements partagés la notion de famille. Et ça, c'est très important pour nous et sans intrusion. Donc chacun a son intimité et chacun est maître de ses choix. Merci à vous tous et puis à très bientôt dans un nouveau numéro d'Entre Générations.